le 18 juillet 2025, la France s'est discrètement retirée du Sénégal, mettant fin à 65 ans de présence militaire. Juste comme ça, les dernières troupes étrangères étaient parties. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé la France à partir? Et que signifie ce départ pour l'avenir de l'Afrique? Découvrons-le. Pendant des décennies, les troupes françaises ont été une présence silencieuse au Sénégal. Elles n'étaient pas seulement des soldats. Elles étaient les symboles d'une influence persistante, stationnée au camp Jey à Dakar et à une base aérienne clé à l'aéroport international de Blade Dia. Ce n'étaient pas des déploiements temporaires. C'étaient des installations permanentes, soutenues par l'État, un héritage du passé colonial français, habillé d'uniformes modernes et d'une diplomatie feutrée. Mais entre le 17 et le 18 juillet 2025, cet héritage a pris fin. Dans un transfert coordonné, le gouvernement français a officiellement remis le contrôle des 2 sites militaires aux autorités de Sénégal. Cela a marqué la dernière étape d'un retrait progressif commencé discrètement en mars 2025, impliquant environ 350 soldats français. Au fil des mois, ils sont partis par vagues. Pas de spectacle médiatique, pas de salut d'adieu, juste un démantèlement silencieux de ce que beaucoup considéraient comme un arrangement dépassé. Les bases ont été vidées, les drapeaux français descendus, et pour la première fois depuis l'indépendance de Sénégal en 1960, la nation s'est tenue libre de toute occupation militaire étrangère sur son sol. Ce qui rend ce moment encore plus marquant, c'est pas seulement le fait que la France soit partie, mais la manière dont elle l'a fait. Il n'y a pas eu d'ultimatum, pas de confrontation, pas de rupture brutale dans les relations diplomatiques. Contrairement au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, où des crises politiques et des protestations ont rendu la présence française intenable, le retrait au Sénégal s'est fait de manière ordonnée, respectueuse, volontaire. Après des mois de discussions en coulisses entre responsables français et sénégalais, le monde n'a presque rien remarqué. Mais à l'intérieur du pays, à travers tout le continent, le message a résonné comme un coup de tonnerre. C'était pas un simple changement de logistique militaire. C'était le démantèlement symbolique du système longtemps critiqué qui maintenait les anciennes colonies françaises dans une dépendance politique et militaire envers Paris. Pendant des décennies, ces relations étaient enveloppées de discours sur la coopération, la défense et la lutte contre l'insécurité. Mais pour beaucoup d'Africains, cela ressemblait à une occupation douce, à un déséquilibre de pouvoir, aux traces visibles du néocolonialisme. Aujourd'hui, l'un des derniers piliers de ce système s'est effondré. Le Sénégal, longtemps considéré comme le partenaire de sécurité le plus stable de la France dans la région, a tranché. Pas avec la guerre, pas avec la colère, mais avec une autodétermination souveraine. La réaction du continent a été immédiate. En Côte d'Ivoire, des rumeurs circulent sur une possible révision de la présence militaire française à Ajon. Au Tchad, où la France maintient une autre base stratégique, des groupes de la société civile remettent en question la valeur réelle d'un tel partenariat. Et dans le Sahel, où le sentiment anti-français a déjà conduit à des expulsions, le modèle sénégalais d'un départ négocié pacifiquement est brandi comme un exemple à suivre. À l'international, les analystes réévaluent leurs hypothèses. La stratégie à long terme de la France en Afrique de l'Ouest est désormais en jeu. Va-t-elle poursuivre ce retrait silencieux en remplaçant ses bases par des missions de formation et des accords de renseignement, ou va-t-elle se cramponner ailleurs, tentant de sauver les derniers fragments de son influence? Une chose est sûre, le Sénégal a changé la donne, pas avec fracas, pas dans le chaos, mais avec l'histoire. Et c'était pas seulement un changement de politique. C'était le fruit d'un mouvement émergent, dirigé par une nouvelle génération de dirigeants africains, avec une autre vision du pouvoir, de l'indépendance et de la souveraineté. Alors, qui a mené cette transformation de l'intérieur? Qui a osé appeler la présence française une anomalie et demander leur départ? Découvrons l'homme derrière cette mission. Faisons une pause pour remercier la communauté des stratèges, où les voix, les histoires et les héritages noirs sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous rejoignez un mouvement culturel puissant. Poursuivons. Élu en mars 2025 sur une vague portée par la jeunesse, Faye représentait quelque chose de profondément différent.
Ancien inspecteur des impôts, prisonnier politique et allié du tribun Ousmane Sonko, Faye n'a pas fait campagne sur des slogans vagues ou des promesses économiques floues, mais sur une idée radicale et perçante, la souveraineté. Pas en théorie, pas comme un mot creux, mais dans chaque fibre du gouvernement, de l'économie, de la diplomatie et de la défense. Et à ses yeux, une armée étrangère stationnée sur le sol de Sénégal était la définition même d'une contradiction. Dans son premier grand discours national, après son investiture, Faye n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié la présence militaire française d'anomalie, de relique d'un autre âge, qui ne correspondait plus à l'esprit ni aux besoins d'un Sénégal libre et moderne. Ses paroles n'étaient pas criées. Elles étaient calmes, mesurées et claires. Pour certains, elles semblaient audacieuses. Pour d'autres, dangereuses. Mais pour la majorité des Sénégalais, surtout les jeunes qui l'avaient élu, elles étaient attendues depuis longtemps. Sous les gouvernements précédents, le sujet était tabou. Les dirigeants justifiaient la présence française par des arguments de coopération stratégique, de lutte contre l'insécurité, de stabilité régionale et de programmes de formation. Mais Faye a brisé ce silence, offrant une toute autre définition de la sécurité, une sécurité fondée sur la dignité nationale et la force intérieure, et non sur la dépendance à une puissance extérieure. Ce n'était pas qu'une question d'image. L'administration Faye a agi immédiatement. Il a créé une commission de transition de la défense pour auditer l'infrastructure sécuritaire du pays, réexaminer tous les accords bilatéraux en matière de défense et entamer des négociations à huis clos avec Paris sans discours grandiloquent. Et lorsque l'accord de retrait a été signé, il n'y eut ni fuite ni théâtralisation médiatique, juste une exécution méthodique. Mais ce qui rend l'approche de Faye véritablement révolutionnaire, c'est pas simplement d'avoir demandé le départ de la France. C'est de l'avoir fait sans confrontation, tout en préparant un plan de remplacement. Selon des notes internes du gouvernement qui ont depuis fuité auprès de journalistes régionaux, le ministère de la Défense dirigé par Faye a élaboré une stratégie visant à renforcer les capacités militaires nationales à travers la formation d'officiers locaux, la création d'alliances régionales de défense et l'expansion du secteur manufacturier militaire sénégalais. Fini la dépendance envers les anciennes puissances coloniales pour l'équipement, la logistique ou le renseignement. L'objectif, une force autonome, moderne, sous commandement national. La vision de Faye est régionale, pas isolationniste. Il a exprimé son soutien à un bloc de sécurité africain, indépendant des leaderships militaires occidentaux, capable de relier Sénégal à des pays partageant la même vision tels que le Ghana, la Gambie ou la Guinée-Bissau, avec la possibilité de coordonner les opérations avec la force en attente de l'Union africaine, longtemps inactive. Mais voici la subtilité, Faye n'a pas brûlé les ponts avec la France. Il a gardé la porte ouverte à une coopération en matière de renseignement, de formation et de réponse aux crises, mais selon les conditions de Sénégal. La différence, c'est le pouvoir. La France n'est plus le propriétaire, elle est l'invitée. Dans un continent longtemps marqué par des gouvernements marionnettes et des politiques dictées de l'extérieur, l'approche de Faye est inédite, polie, de principe et puissante. Il n'a pas déclenché une guerre. Il a lancé un précédent. La question désormais est de savoir si Sénégal pourra défendre sa souveraineté non seulement dans les discours mais dans les faits. Peut-elle tenir militairement dans une région marquée par les insurrections, l'instabilité et les manipulations étrangères ? Avant d'y répondre, examinons comment Sénégal prévoit de bâtir une force de défense sans appui des anciens empires. Avec le départ des militaires français et la déclaration de souveraineté du président Faye résonnant à travers l'Afrique de l'Ouest, une question domine tout. Comment le Sénégal va-t-elle se défendre seul ? Retirer des troupes étrangères, ce n'est que la première moitié d'une révolution. Le vrai défi, c'est de bâtir quelque chose d'assez fort pour tenir debout. Le président Faye en est conscient, sa vision d'une défense sénégalaise autonome n'est pas symbolique, elle est structurelle. Avant même que le dernier véhicule français ne quitte le camp, des plans étaient déjà en cours pour réorganiser de fond en comble l'architecture militaire du pays. Ce qui émerge aujourd'hui, c'est pas seulement une armée nationale, c'est une nouvelle doctrine d'autonomie. La stratégie commence par l'éducation. L'administration Faye investit massivement dans les académies militaires avec pour objectif de former une nouvelle génération d'officiers sénégalais compétents en tactique et en technologie, mais aussi profondément ancrés dans l'identité nationale et la géopolitique africaine.
Ces académies, dont plusieurs sont en cours de modernisation avec des équipements de pointe, offriront des programmes spécialisés en contre-insurrection, cybersécurité et protection des frontières, entre autres. Le but est d'éliminer le besoin de conseillers étrangers, notamment dans les postes de commandement et de renseignement, et de construire une véritable structure de commandement indigène. Ce mouvement s'accompagne d'un effort plus large pour développer l'industrie de défense locale. Jusqu'à présent, Sénégal dépendait d'un mélange d'équipements français, turcs et chinois. Mais avec les nouvelles lois d'approvisionnement introduites en avril 2025, le gouvernement redirige les ressources vers la fabrication nationale de matériel militaire, y compris des drones, des véhicules blindés et des systèmes de surveillance. Non seulement cela réduit la dépendance, mais cela crée également des emplois et stimule un nouveau secteur économique ancré dans la sécurité nationale. De plus, Faye accorde une priorité claire aux alliances régionales. Au lieu de compter sur la France ou les États-Unis pour les opérations de contre-insurrection, Sénégal tend la main à ses voisins d'Afrique de l'Ouest pour former une force de réponse rapide conjointe. Les premières discussions avec la Guinée-Bissau, la Gambie et la Sierra Leone ont permis d'esquisser une initiative régionale axée sur la défense commune des frontières et le partage coordonné du renseignement. Cette initiative, encore à ses débuts, pourrait devenir un modèle pour d'autres blocs africains cherchant à contourner les structures de commandement occidentales. L'un des éléments les plus controversés de la stratégie de Faye est un programme de service militaire limité visant à intégrer la jeunesse dans les structures de sécurité nationale. Selon cette proposition, des milliers de jeunes Sénégalais recevraient une formation militaire de base dans le cadre d'un corps de défense civile. L'idée n'est pas de militariser la société, mais de faire en sorte que le concept de souveraineté soit vécu, appris et incarné, surtout par la génération qui l'a porté au pouvoir. Il y a aussi un front numérique. Conscient que les conflits modernes commencent souvent dans le cyberespace, le gouvernement a discrètement commencé à recruter des experts en technologie et des cryptographes pour renforcer l'infrastructure numérique de Sénégal. Les conseillers français dirigeaient auparavant la plupart des systèmes informatiques du renseignement sénégalais, mais ceux-ci sont en train d'être reconstruits par des talents locaux avec des systèmes cryptés qui relèvent exclusivement de la direction sénégalaise du renseignement. Il est important de souligner qu'aucun de ces plans ne rejette la coopération internationale. Le modèle de Faye repose sur un engagement sélectif, choisir ses partenaires sans hériter de leur maître. Même si les généraux français ne supervisent plus les opérations à Dakar, des exercices conjoints pourront encore avoir lieu à condition que ce soit le Sénégal qui en fixe les règles. Les critiques soulignent que tout cela prendra des années à se consolider. Et ils n'ont pas tort. Construire un écosystème de défense autonome à partir de zéro est un immense chantier, mais Faye et son équipe rétorquent que la vraie souveraineté n'est jamais confortable. Elle se mérite à travers la discipline, le sacrifice et une vision à long terme. Et le Sénégal ne construit pas seulement une armée. Elle construit un modèle qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à poser la même question. Si le Sénégal peut se défendre seul, pourquoi pas nous? Mais pendant que le Sénégal se construit, la France, elle, se retire. Alors que se passe-t-il de leur côté? Comment ce départ silencieux s'inscrit-il dans le recul plus large de la France en Afrique? C'est ce que nous allons voir maintenant. Petit rappel, pensez à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de contenu sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. On continue. Alors que le Sénégal bâtit son avenir, la France, elle, fait face à son passé et réécrit rapidement son présent. Le départ discret de Sénégal n'était pas un événement isolé. C'est le dernier chapitre d'un mouvement profond, bien que rarement avoué. L'influence de la France en Afrique se défait et le monde en est témoin en temps réel. Le retrait de Dakar a suivi 3 départs hautement médiatisés et politiquement embarrassants. Mali, Burkina Faso, Niger. Chacun marqué par la colère populaire, l'effondrement diplomatique et parfois une éjection humiliante. Dans ces cas, des juntes militaires et des protestations massives ont accusé Paris d'ingérence, d'exploitation des ressources et de 2 poids, 2 mesures face aux crises sécuritaires. Ce qui avait commencé comme une coopération défensive s'est transformé, aux yeux de nombreux Africains, en prolongement colonial. La décision du Sénégal, bien que pacifique, a envoyé un message peu,
Être encore plus douloureux à Paris, même ses partenaires les plus fiables, démocratiques et de longue date, s'éloignent. C'était pas un coup d'État ni une rupture brutale qui a chassé la France, c'était un vote démocratique suivi d'une conversation posée, et pour Paris, cela est plus inquiétant que des drapeaux brûlés dans la rue. Dans les coulisses, militaires et diplomates français ont entamé ce qu'ils appellent une réévaluation stratégique de leur posture en Afrique de l'Ouest. Au cœur de cette réflexion, une idée centrale, plus de bases permanentes, sauf nécessité absolue. Le nouveau plan: passer des garnisons aux missions invitées, déploiement temporaire, formation ciblée, assistance en cyber-renseignement et soutien logistique sur invitation uniquement. Concrètement, cela signifie que la France redirige désormais ses ressources vers sa base à Djibouti, en Afrique de l'Est, un avant-poste stratégique face à la mer Rouge, partagé avec les États-Unis, la Chine et l'Italie. Cette base reste opérationnelle et solidement défendue, loin des turbulences sahéliennes. Ailleurs, la France réduit sa présence au Gabon, suspend de nouveaux déploiements en Côte d'Ivoire et diminue les opérations régionales de drones. En parallèle, les services de renseignement français cherchent de nouveaux moyens de maintenir leur influence sans présence militaire, direct contrat de surveillance numérique, liaison avec des sociétés de sécurité privées, exportation de technologies militaires, mais cette transition comporte des risques. La capacité de la France à projeter sa puissance en Afrique reposait sur une infrastructure physique. Pistes d'aviation, centres de commandement, hubs logistiques. Sans ces atouts, sa faculté à intervenir en cas de crise ou à soutenir des alliés est sérieusement affaiblie. Des voix critiques à Paris préviennent que la France est en train de céder le terrain à d'autres acteurs, la Russie, la Chine et la Turquie, qui, eux, intensifient activement leur présence militaire et économique sur le continent. Les décideurs français, eux, défendent ce virage comme moderne et respectueux. Nous nous adaptons à la nouvelle réalité africaine, a récemment déclaré un haut responsable de la défense au journal Le Monde. L'ère du paternalisme est révolue. Nous serons des partenaires, pas des présidents. Mais pour de nombreux dirigeants et intellectuels africains, cette retraite française n'est pas perçue comme une évolution noble. C'est un retour de bâton, une conséquence longtemps différée d'une surestimation de soi, d'une arrogance stratégique et de l'incapacité à traiter les nations africaines comme des égales. Et maintenant que des pays comme le Sénégal tracent leur propre chemin sécuritaire, l'ancien modèle, celui où Paris jouait, à la fois protecteur et marionnettiste, ne tient plus. Le choc psychologique en France est également profond. L'Afrique de l'Ouest, longtemps considérée comme la sphère diplomatique privilégiée de Paris, est en train de lui échapper. Think tanks, généraux et diplomates s'efforcent de comprendre comment une influence bâtie sur des décennies a pu s'évaporer en quelques années. Même les citoyens français commencent à se poser une question inconfortable. Tout cela n'était-il qu'une illusion de contrôle ? Désormais, avec la France en retrait et le Sénégal en train d'écrire un nouveau chapitre d'indépendance, les regards se tournent vers le reste du continent. D'autres nations africaines suivront-elles l'exemple sénégalais ? Sommes-nous en train d'assister à la chute de la France-Afrique ou simplement à sa transformation ? Le départ de la France de Sénégal fut bien plus qu'un événement militaire. C'était un signal lumineux, discret mais percutant, lancé à tous les coins de l'Afrique. Il disait une chose simple: la souveraineté n'est pas un rêve, c'est un choix. Et aujourd'hui, la question qui résonne dans les couloirs du pouvoir, d'Abidjan à N'Djamena, n'est plus si ce mouvement va s'étendre, mais à quelle vitesse et jusqu'où. Le sol commence déjà à bouger sous les pieds d'autres bastions français. En Côte d'Ivoire, où la France maintient l'une de ses plus grandes présences militaires, les organisations de la société civile prennent de l'ampleur. Elles réclament une révision des accords militaires étrangers. Le gouvernement ivoirien, sous la présidence d'Alassane Ouattara, est depuis longtemps considéré comme un allié solide de Paris. Mais même là, l'image change. Des coalitions dirigées par la jeunesse s'inspirent de la transition pacifique de Sénégal et demandent que leur pays cesse d'accepter la présence de troupes étrangères comme norme sécuritaire par défaut. Plus à l'est, au Tchad, la France conserve encore une base importante qui fonctionne comme plateforme régionale pour les opérations au Sahel. Mais le climat politique y est instable. Le régime transitoire de Mahamat Déby est sous pression croissante de l'opposition intérieure. De plus en plus, la présence militaire française est perçue non comme une protection, mais comme un soutien à un pouvoir non élu. Dans une région déjà secouée par les coups d'État,
Le Tchad devient une cocotte minute et la présence française y ressemble de plus en plus à une provocation. Même au Bénin et au Togo, où les partenariats sécuritaires avec la France sont plus discrets et techniques, des voix commencent à s'élever. Les activistes locaux interrogent les fondements de ces relations, notamment face au chômage des jeunes et à la perception d'un favoritisme étranger dans l'attribution des marchés publics. Ce que Sénégal a accompli n'est pas seulement une réforme de politique de défense. C'est un geste politique doté d'un langage nouveau. Un nationalisme africain raffiné, réfléchi et impossible à étiqueter comme extrémiste, mais tous les pays ne sont pas prêts ou ne veulent pas suivre cette voie. Prenons le Cameroun par exemple. Il reste étroitement lié au réseau militaire et de renseignement français. Le pouvoir du président Paul Biya repose en grande partie sur ce soutien. Dans des régimes où la France joue à la fois le rôle de mécène et de protecteur, rompre les liens a un coût plus élevé. Les dirigeants hésitent à rechercher l'autonomie si cela signifie perdre le filet de sécurité qui les protège de la dissidence interne. De même, au Niger, les autorités issues du coup d'État se sont tournées vers la Russie, non pas forcément par conviction idéologique, mais pour combler le vide laissé par la France. Le danger ici, c'est qu'un empire soit simplement remplacé par un autre et que la souveraineté africaine reste piégée entre les ambitions des puissances extérieures. C'est précisément pourquoi le modèle sénégalais est si crucial. Il n'a pas rejeté la France pour embrasser un autre maître. Il a choisi l'indépendance en dessinant son propre schéma de défense, de diplomatie et de développement. Voilà la véritable révolution, et les ondes de choc ne seront pas seulement politiques. Elles seront aussi économiques. Au moment où les nations africaines réexaminent leur pacte de défense, elles vont aussi reconsidérer leurs accords commerciaux, leurs protocoles d'investissement et leurs conventions sur les ressources naturelles, dont beaucoup continuent de favoriser les anciennes puissances coloniales. Si la souveraineté militaire déclenche un réalignement économique, alors nous pourrions assister au début d'une seconde vague de décolonisation non pas fondée sur la révolte, mais sur la réforme, et c'est là que réside la force de l'action de Sénégal. Elle n'a pas été explosive, elle a été stratégique, pas chaotique, mais disciplinée. Le pays ne s'est pas isolé, il s'est repositionné, et ce faisant, il a offert à l'Afrique un plan non pas de colère, mais de renouveau. Les autres nations suivront-elles? Cela reste à voir. Chaque pays a son histoire, ses luttes, ses calculs. Mais une chose est désormais certaine, le mythe de la nécessité a été brisé. La France n'était pas indispensable. Sénégal ne s'est pas effondré sans elle. Et désormais, partout sur le continent, les dirigeants devront expliquer pourquoi les troupes étrangères sont toujours là. Et pour qui? Les Africains doivent-ils exiger davantage le départ des forces étrangères? Le chemin de Sénégal vers la souveraineté est-il réaliste pour le reste du continent? Dites-le nous dans les commentaires. À quoi ressemble la véritable indépendance dans l'Afrique d'aujourd'hui? Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous avons décidé de créer des vidéos sur ce que personne ne veut vraiment aborder: la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur passée des peuples noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.